Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Situation complexe au Zimbabwe. L'armée qui a pris le contrôle de la capitale et assigné à résidence le président Robert Mugabe démonte toute tentative de coup d'État. La confusion est totale. En Tunisie, Mohamed Lili Monsri prend les rênes de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Après plusieurs reports, il a été élu ce mardi avec une majorité absolue au Parlement. Et le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales s'est ouvert ce jeudi à Yaoundé au Cameroun. Objectif, soutenir l'Afrique dans la lutte contre l'évasion fiscale transfrontalière. Mais tout d'abord, dans le cadre de la réalisation de son plan national de développement économique et social, la Guinée rencontre ses partenaires ce jeudi 16 novembre à Paris en France. Cette table ronde de 2 jours organisée par le président Alpha Condé verra la participation de 400 personnes, principalement d'ordre des autorités guinéennes. La Guinée, terre d'investissement, le pays a identifié 53 projets structurants dans l'agriculture, l'énergie, les mines, l'éducation et les infrastructures. On écoute à ce propos le chef de l'État guinéen. Le retard de la Guinée va être un avantage parce que, avec l'économie numérique et l'accélération de l'histoire du développement, là où les autres ont mis 10 ans, peut-être on mettra 2 ans. À condition bien sûr que nous maîtrisons d'abord l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement. Donc d'où l'importance de l'éducation pour avoir la maîtrise de nouvelles technologies, la santé, l'énergie. Je suis le champion de l'Afrique pour l'énergie, de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, appuyé par nos amis de la Banque africaine de développement et nos amis de l'Union européenne, parce que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Donc, comment voulez-vous développer nos pays si on n'a pas l'électricité? Donc, l'énergie. Ensuite, les infrastructures, les routes et le chemin de fer. Tout le monde sait le rôle important que le chemin de fer a joué dans le développement des pays comme l'Amérique, la Russie, la France, etc. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a une nouvelle Guinée. Coup d'État ou pas, l'incertitude demeure au Zimbabwe ce jeudi 16 novembre. Le pays est contrôlé depuis mardi soir par les militaires qui auraient assigné à résidence le président Robert Mugabe et procédé à des arrestations. Toutefois, cette situation n'a pas changé la vie quotidienne des habitants de la ville qui continuent à vaquer à leurs occupations. Ashley Duprat. Après le coup de force de l'armée zimbabwéenne, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Le mercredi 15 novembre, la capitale Harare s'est réveillée sous le contrôle des militaires qui, après s'être emparés de la télévision nationale, bloquaient non seulement l'accès aux institutions gouvernementales, mais maintenaient également le président Robert Mugabe assigné à résidence. Un militaire ne peut pas oser faire cela. Un chef d'État, le chef d'État est le commandant suprême de l'armée. Cela veut dire que le système ne peut pas faire marche arrière. S'ils font et renversent le président, que par exemple ils vont faire passer le vice-président, ça ne sera pas un coup d'État en soi. Et les militaires vont dire que ce n'est pas un coup d'État, mais que c'est une sorte de correction. C'est parce que le coup d'État veut dire que les militaires l'assument. Or, les militaires zimbabwéens ne veulent pas assumer le coup d'État, être les présidents. Cette démonstration de force de l'armée, jusque-là considérée comme le pilier du régime zimbabwéen, constitue un défi sans précédent au président Robert Mugabe. Pour comprendre cette démonstration, il faut remonter dans le temps. Le 6 novembre 2017, alors qu'il est pressenti depuis longtemps comme le dauphin du président Robert Mugabe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est démis de ses fonctions. Un limogeage qui résulte de la guerre intestine au sein du parti du ZANU-PF pour la succession de l'homme fort d'Harare, au pouvoir depuis 1980. Hasard du calendrier, quelques heures après la prise de la ville par les militaires, Emmerson Mnangagwa a annoncé sur les réseaux sociaux son retour au Zimbabwe, depuis l'Afrique du Sud où il s'était réfugié. Même si rien ne confirme son implication dans cette nouvelle crise, on prête à l'ex-vice-président des relations particulières avec les forces armées. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Seule certitude, à Harare, la population poursuit ses activités, les commerces sont ouverts et les habitants vaquent à leurs occupations.
Malgré cette impression de normalité, la communauté internationale s'inquiète. De multiples appels au calme ont par ailleurs été lancés, à l'instar de l'Union africaine, qui a condamné ce coup de force, mais a aussi exhorté les militaires à mettre un terme immédiat à leurs actions. En Tunisie, l'instance électorale a enfin son président. Il s'agit de Mohamed Tilili Mansri. Après plusieurs reports, il a été élu par les députés ce mardi. Créé après la révolution de 2011, l'ISI est chargé de préparer les premières municipales depuis la révolution, un scrutin essentiel pour la poursuite du processus démocratique tunisien. Solange Dubois. Après avoir repoussé 4 fois le scrutin, officiellement faute de quorum, le nouveau président Mohamed Tilili Mansri a été élu par les députés mardi 14 novembre avec une majorité absolue. Une élection qui intervient à seulement 4 mois des premières élections municipales depuis la Révolution. Le président nouvellement élu a affirmé à plusieurs reprises, dont après son élection, que l'instance supérieure des élections sera à même de pouvoir assurer ces élections-là. Nous ne demandons que ceci soit faisable. Il vaut mieux reculer un tout petit peu pour mieux sauter, comme cela a été le cas pour le remplacement de l'ancien président démissionnaire de l'instance. Créée après la chute du régime de Ben Ali en 2011, l'instance supérieure indépendante électorale est chargée de préparer la tenue des élections municipales. Un scrutin essentiel à la poursuite du processus démocratique entamé après la Révolution. Mais le 9 mai 2017, l'ancien président de l'ICE, Chafik Sarsar, a présenté sa démission sans donner de précision sur les raisons de son départ. Une abdication surprise qui a entraîné le ralentissement du procédé électoral. Jusqu'à maintenant, ce que nous pouvons garder comme souvenir de son implication, c'est qu'il a été un président de l'instance qui a été au-dessus de la mêlée, au-dessus des considérations d'ordre politique politicienne, en ne visant que l'intérêt général de la Tunisie. Il a eu des relations particulièrement étroites avec toutes les instances régionales, et Dieu sait s'il y en a dans toutes les régions de la Tunisie, pour que femmes et hommes puissent voter correctement dans toute la Tunisie. Et il a été un homme qui a mené à bien sa barque. Initialement prévu pour le 17 décembre 2017, puis reporté à la demande de partis politiques, ces élections doivent désormais se tenir le 25 mars 2018. Un grand travail attend donc le nouveau président Mohamed Tilili Mansri, notamment celui d'obtenir de nouveau la confiance des partis politiques et de l'opinion publique quant à la capacité de l'instance électorale à organiser des élections loyales et transparentes, selon le secrétaire général du parti Al-Joumri, Issam Chebi. Yaoundé accueille depuis ce 15 novembre la plateforme mondiale de lutte contre l'évasion et les flux financiers illicites, une occasion commune pour les pays africains de lutter contre les fraudes fiscales. Le Cameroun qui tire près de 80% de ses ressources internes des grandes entreprises multinationales entend améliorer son dispositif de mobilisation des recettes fiscales. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les pays en voie de développement sont particulièrement frappés par les effets néfastes des mécanismes de fraude et d'évasion fiscale, lesquels sont orchestrés par les entreprises multinationales qui logent des bénéfices dans les pays à juridiction fiscale peu contraignante. Aujourd'hui, les défis pour les pays africains est de conjuguer leurs efforts pour le rapatriement de leurs capitaux. Aujourd'hui, les flux financiers font en sorte que d'énormes ressources qui sont destinées à nos pays en voie de développement nous échappent et atterrissent dans les caisses de pays développés qui, en principe, ont moins besoin de ces ressources-là que nous. En tout cas, atterrissent dans les caisses d'entreprises installées dans les pays développés ou dans des paradis fiscaux. Le Cameroun, qui tire près de 80% de ses recettes fiscales internes des grandes entreprises multinationales, est donc particulièrement concerné par ces questions. L'administration financière du pays a mis en place un ensemble de mesures qui visent à optimiser la mobilisation de ces recettes fiscales. L'objectif d'optimiser la mobilisation des recettes fiscales intérieures est un objectif majeur pour notre pays. Et pour le faire, il s'agit d'échanger des informations d'abord à l'intérieur de l'administration, mais ensuite avec les autres pays. Ces pays-là nous aideraient le moment venu, si on a identifié des opérations frauduleuses ou de l'évasion fiscale ou de la fraude, d'échanger les informations et utiliser d'autres instruments.
Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales qui se tient à Yaoundé jusqu'au 17 novembre 2017 a pour ambition de soutenir l'Afrique dans la lutte contre l'évasion fiscale transfrontalière afin de lui permettre de mobiliser les ressources nécessaires à son développement. Depuis plus d'un an, la région du Poul en République du Congo est en crise, une situation qui a déjà fait 138 000 déplacés selon les Nations Unies, des déplacés désormais en sécurité, mais qui vivent dans le plus grand dénuement, notamment à Kinkala, où l'aide internationale se mobilise. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Située à 78 km de Brazzaville, Kinkala, la capitale du Poul, a accueilli 3381 déplacés identifiés, dont 451 repartis dans 5 sites et 2930 dans les familles d'accueil. Mais avec des moyens de survie précaires et insuffisants, ces derniers demeurent inquiets. Nous dormons dans de mauvaises conditions, ma tante soigne lorsqu'il pleut. Nous sommes affamés et nus car nous manquons de vêtements. On ne livre pas de médicaments et le talon que nous présentons à l'hôpital afin de bénéficier des soins gratuits n'est pas pris en compte car il faut de l'argent. Même si on ne trouve pas dans nos villages, nous savons comment on peut se débrouiller. Mais avec 10 800 par tête, après 2 mois, ça ne va pas. En effet, les enquêtes menées par les services départementaux ont révélé plusieurs urgences. Sur le plan sanitaire, le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires battent leur plein et le manque de médicaments à l'hôpital rend la situation difficile. Sur le plan scolaire, outre l'insuffisance des places assises, les enfants déplacés présentent des signes de sous-alimentation. Par ailleurs, 14 nouveau-nés n'ont pas été déclarés à l'état civil. Dans les zones où les marchés ne fonctionnent pas, on amène directement les vivres là-bas, qu'on paie sur le marché régional ou bien sur le marché international et on fait les distributions directes. Mais dans les endroits où les marchés fonctionnent, les marchés sont approvisionnés, comme c'est le cas à Kinkala, au lieu d'amener les vivres, on utilise un système de transfert électronique de bons alimentaires. Notons que l'Union européenne a lancé ce mardi 14 novembre 2017 à Kinkala une aide de 900 000 € en faveur des déplacés du Poul, dont 300 000 € de la Commission européenne, 200 000 € de l'Italie et 400 000 € de la France. Celle-ci fait suite à l'appel d'urgence lancé en juillet 2017 par le gouvernement et les Nations Unies en faveur de 138 000 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.